Bonjour. D'abord, merci au comité organisateur du symposium de m'avoir invité à présenter. Aujourd'hui, je vais présenter sur la litière de fumier recyclée versus la santé des vaches. Est-ce que ce sont des objectifs qui sont réconciliables? Puis en fait, je tiens à mentionner tout de suite que ma présentation a été préparée avec l'aide d'Annie Fréchette, qui est vétérinaire et étudiante au PhD avec moi. Donc, il y a plusieurs défis associés à la litière. Si vous êtes producteur laitier, vous le savez, les coûts vont en augmentation pour certains types de litières et dépendamment des types de litières, la disponibilité aussi peut varier des fois dans le courant de l'année. Il y a certaines problématiques aussi associées à la gestion de la litière après l'avoir utilisée dans l'étable. Donc, par exemple, si on pense à de la litière de sable, ça peut être passablement problématique à la fois pour les équipements au niveau de la ferme, la fosse à fumier, puis gérer après ça l'épandage au champ. Puis peut-être la partie, moi, qui m'intéresse le plus, étant donné que je suis vétérinaire, j'ai un biais vers la santé comme telle, c'est les effets sur la santé des animaux. Ça reste que la litière, c'est là que les animaux vont se coucher la plupart du temps. Beaucoup d'impact au niveau de la santé, entre autres, de la glande mammaire des animaux. Donc, si on choisit un type de litière plutôt qu'un autre, ça peut avoir des impacts. Dernièrement, on a entendu parler de plus en plus de la litière produite à partir de fumier recyclé. Donc, je vais l'abrévier LFR dans le reste de ma présentation. On parle de litière faite à partir de fumier recyclé. En fait, c'est la fibre qui se retrouve dans le fumier qu'on va essayer de réutiliser. C'est ça qu'on va recycler. Il ne faut pas penser que c'est le fumier qu'on va recycler directement sous les vaches. Mais donc, il y a certains aspects qui sont intéressants de cette litière-là, entre autres d'un point de vue de disponibilité. Parce qu'en fait, lorsqu'on se met à produire cette litière-là à la ferme, avec un certain nombre de vaches, on produit plus de litière que ce qu'on a besoin pour ces animaux-là. Donc, intéressant. Et intéressant aussi au niveau gestion après l'utilisation, parce qu'en fait, on va essayer de garder la fibre à l'intérieur de l'étable et plutôt aller épandre une partie un peu plus liquide du fumier. Puis donc, au niveau de l'épandage au champ, ça peut faciliter passablement. On n'ajoute pas non plus d'intrants externes. Hein. On fait les récoltes sur les fermes, on nourrit les animaux, il y a du fumier qui est produit et c'est ça qui retourne dans les champs. Donc, ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Puis pour ceux qui n'ont jamais vu ce concept-là encore, simplement pour vous l'illustrer un peu, si on prend les fesses qui sont produites par les animaux, la litière aussi qui est sortie des logettes, les eaux de lavage des laiteries, donc on met tout ça ensemble au niveau de la préfosse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'extraire une partie du liquide à l'aide de différents outils. Donc, par exemple, ça peut être une vis sans fin, comme j'ai illustré ici, mais il peut y avoir des presses aussi à rouleau, centrifugeuses. Donc, il y a différents systèmes qui existent. Donc, l'idée, c'est d'enlever une partie du liquide pour essayer de conserver une partie où on retrouve les fibres, finalement. Puis, par la suite, il y a trois grandes catégories qu'on va voir assez souvent. Soit on va empiler ça en quelque part dans un coin de l'étable pour une durée de temps qui peut varier d'un producteur à l'autre. Puis peut-être ce qui est important de mentionner, c'est qu'il va y avoir une certaine élévation de la température qui va se faire dans le tas de fibres qu'on va avoir récolté. Grosso modo, il y a beaucoup de bactéries là-dedans. Il y a une fermentation bactérienne qui se fait. C'est pour ça qu'il y a une élévation de la température. Donc, plusieurs producteurs vont simplement entreposer ça comme ça en tas. Certains producteurs vont plutôt concevoir une boîte ou acheter un équipement vraiment spécialisé pour ça, pour le garder dans une boîte. Et encore une fois, la durée de temps peut varier d'une ferme à l'autre et il va y avoir une élévation de la température, encore une fois, qui va se faire à cause de la fermentation bactérienne. Et puis finalement, une troisième option, c'est d'avoir ce qu'on appelle une cuve rotative, qui est finalement un gros cylindre en métal. Ouvert aux deux bouts, donc l'air peut circuler. Puis comme on le mentionne, elle est rotative, donc elle tourne sur elle-même constamment. Puis donc en tournant sur elle-même de manière constante, on aère, si on veut, le matériel, la fibre qui est à l'intérieur de la cuve. Ça permet d'avoir à ce moment-là une fermentation aérobique, donc en présence d'oxygène. Mais encore une fois, la durée de temps ou les températures qui vont être atteintes va varier beaucoup d'une fois à l'autre. Puis au final, ce qu'on va faire, quand le produit est prêt, on va l'entreposer quelque part, encore une fois, peut-être pour une certaine durée de temps, puis finalement le mettre sous les vaches. C'est l'idée générale de prendre le fumier et le recycler ou recycler sa fibre pour avoir une litière qu'on va pouvoir utiliser sous les animaux. C'est important. Moi, la première chose qui me venait en tête quand on a commencé à me parler de ça, c'était, je me disais, on va prendre du fumier puis on
on va le remettre sous les vaches. Ça fait longtemps que je dis à mes clients de ne pas mettre de fumier sous les vaches et d'enlever le fumier, en fait, de sous les vaches. Mais en fait, l'image est assez différente de ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est vraiment, comme vous voyez sur les photos ici, les fibres qui ont été conservées, retravaillées. C'est assez léger comme matériel, c'est complètement inodore, donc ça ne sent pas du tout le fumier. Puis comme vous le voyez sur les photos, les vaches sont particulièrement propres. C'est pas quelque chose qui est salissant comme tel. C'est assez confortable quand même pour les vaches. Donc ça donne un produit final qui, en apparence, en tout cas, est très loin d'un fumier. Ce n'est pas du tout le fumier qui a été réutilisé directement. Mais, puis c'est là, il y a plusieurs mais. On peut se demander au niveau de la santé du pie, qu'est-ce qui va arriver avec la santé du pie quand on utilise ce genre de litière-là? Entre autres, il y a beaucoup de bactéries dans le fumier qui vont peut-être rester jusqu'à la transformation, qui vont résister à la transformation qu'on a faite, puis qui vont être dans la litière finalement qu'on va mettre sous les animaux. Puis beaucoup des bactéries qu'on retrouve dans le fumier peuvent causer de la mamite clinique ou des élévations du comptage des cellules somatiques. Donc, qu'est-ce qu'il y en est à ce niveau-là? Puis j'ai mis ici, entre parenthèses, Klebsiella, qui est un type de bactérie, en fait. Il y a beaucoup de rapports anecdotiques de vétérinaires, de producteurs laitiers qui disent avoir beaucoup de mammites causées par ce pathogène-là, Klebsiella, dans des cas où il y a de la litière de fumier recyclé qui est utilisée. Donc, c'est une question qui qu'on n'a jamais pu démontrer scientifiquement, mais qui vient en fait du champ comme tel, de la pratique. On peut se demander aussi au niveau des parasites. Vous savez, les parasites sont dans l'intestin de nos animaux. Ils pondent des œufs. Les œufs sont excrétés dans le fumier. Est-ce que ces œufs-là vont résister au processus de transformation? Puis ensuite, on va prendre cette litière-là qui est pleine d'œufs de parasites, puis aller l'étendre autour de nos animaux, qui vont l'ingérer puis se contaminer. Puis c'est surtout problématique peut-être sur les jeunes animaux qui sont les plus sensibles aux parasites comme tels. On peut penser à Salmonella aussi, qui est une autre bactérie qu'on retrouve au niveau de l'intestin. Une qui est assez populaire, si on peut le dire ainsi, ces temps-ci, Salmonella Dublin, entre autres. Est-ce qu'il y a des risques, finalement, que cette bactérie-là puisse survivre au processus de transformation? Puis ensuite, on prend cette litière-là, puis on la distribue à tous les animaux. Puis finalement, un dernier aspect qui n'est pas à négliger, c'est les aspects de qualité du lait. Puis entre autres, de sélection de bactéries qui seraient résistantes à la chaleur et donc à la pasteurisation. L'idée est que quand on fait la fermentation bactérienne, il y a beaucoup de chaleur qui est dégagée. Donc, les bactéries qui sont très sensibles à la chaleur vont être éliminées, alors que celles qui sont très résistantes vont prendre toute la place. Ensuite, si on met ça partout dans l'étable, on est en train d'étendre des bactéries résistantes à la pasteurisation, possiblement dans l'étable. Puis au moment de la traite, si on contamine un peu le lait, si le crayon n'est pas bien nettoyé, par exemple, on contamine le lait qu'on récolte avec ces bactéries-là, on va peut-être avoir des bactéries qui sont résistantes à la pasteurisation dans le réservoir de lait, qui pourraient causer des problèmes plus tard après ça chez les transformateurs. Donc, ces différentes questions-là n'ont jamais trop été résolues. Jusqu'à présent, ce type de litière-là a été beaucoup utilisé en Europe. Puis en Europe, ils ont tendance à avoir une approche de prudence lorsqu'il y a des nouvelles technologies qui sont développées. Et puis donc, ils ont déjà mis quelques réglementations en place qui touchent à ces sujets-là, mais sans nécessairement savoir si ces réglementations-là étaient vraiment nécessaires. Par exemple, juste pour vous illustrer, ils ont interdit l'utilisation de ces litières-là chez les animaux de moins de 6 mois. Possiblement à cause des pathogènes comme les parasites ou d'autres pathogènes comme Salmonella, puis ils veulent éviter que les jeunes animaux se contaminent avec ça. Une autre chose qui a été faite, c'est de dire que c'est interdit de laisser maturer les produits ou de les composter pour éviter une sélection de bactéries résistantes à la chaleur. Donc, en fait, en Europe, ils peuvent simplement extraire une fraction du liquide, ce qu'on voyait dans le début de mon schéma, puis ils doivent l'utiliser immédiatement. Ils n'ont pas le droit de l'entreposer, de le mettre dans une boîte, de le passer en cuve rotative ou des choses comme ça. Donc, nous, en Amérique du Nord, on a tendance à avoir une approche plus libérale. On laisse les gens faire un peu comme ils veulent, puis s'il y a des gros problèmes, plus tard, on mettra une réglementation. Donc, c'est une approche un peu inverse. Mais donc, toujours est-il que ces choses-là n'ont pas tellement été vérifiées jusqu'à présent. Donc, c'est ça qui a amené un peu au projet de recherche, ces questions-là. On avait un projet de recherche de 3 ans qui est en train de se terminer, financé par Novalet, le CRIBIC, le FRQNT et le CRSNG. C'est une collaboration, en fait, entre l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'IRDA.
Puis on a 5 étudiants au cycle supérieur, donc des PhD, des maîtrises, qui ont travaillé en fait sur ce projet-là. On a aussi un certain nombre de professeurs qui ont travaillé sur ce projet-là et avec des expertises assez diverses, donc soit en épidémiologie, médecine interne, microbiologie, parasitologie, microbiologie environnementale et même sciences des aliments pour ce qui est de la partie justement impact sur le lait de réservoir comme tel. Et puis les objectifs du projet étaient d'abord de décrire ce qui se fait présentement au Québec, ceux qui l'utilisent, la litière de fumier recyclée, comment est-ce qu'ils la produisent, comment est-ce qu'ils s'y prennent. Et ensuite, de décrire les caractéristiques vraiment physico-chimiques, donc proportion de matière sèche, azote total et toutes ces choses-là, mais aussi surtout microbiologiques. Qu'est-ce qu'on retrouve comme bactéries dans ces litières-là et est-ce que ça pourrait être problématique pour les animaux ou les humains? Un aspect qui est important aussi, c'est de décrire le potentiel de support de ces litières-là pour la croissance de bactéries. On peut mettre une litière dans laquelle il n'y a presque pas de bactéries sous les animaux. Les vaches vont déposer du fumier, de l'urine, toutes sortes de choses. Est-ce que là, cette litière-là est un super bon aliment pour ces bactéries-là qui va leur permettre de se développer et de croître très rapidement? Puis finalement, les impacts sur la santé. On s'intéressait à Salmonella et à Listeria monocytogenes, qui sont des zoonoses, c'est-à-dire que ça peut se transmettre des animaux aux humains. On s'intéressait à tout ce qui était santé du pie parce qu'on sait que la litière est hyper importante pour ce qui est de la santé du pie. Puis on s'est intéressé aussi à la charge parasitaire. Donc, les parasites, est-ce qu'on va les entretenir dans le troupeau ou même les multiplier en utilisant cette litière-là? Donc, certains de ces parasites-là aussi peuvent être problématiques pour l'humain. Finalement, on s'est intéressé à l'impact sur le confort et l'hygiène. Est-ce que l'hygiène des vaches est bonne sur ces litières-là et est-ce qu'elles ont un bon niveau de confort? Puis finalement, l'impact sur la qualité du lait de réservoir. Ça fait beaucoup de choses. C'est un projet vraiment avec plusieurs étudiants, plusieurs chercheurs d'un peu partout. Aujourd'hui, je vais vous présenter simplement certains de ces résultats-là. Donc, ce que les gens font présentement, ceux qui l'utilisent, les caractéristiques en termes de bactéries qu'on retrouve dans la litière et les impacts sur la santé, principalement, qu'on va discuter. Donc, l'étude était assez simple. On a recruté le maximum de fermes qu'on pouvait avoir qui utilisaient de la litière de fumier recyclé et une soixantaine de fermes sur paille pour servir de point de comparaison, par exemple, pour la mamite, ces choses-là. On a visité les fermes, puis on a vraiment bien enregistré tout ce qui se faisait comme procédure pour la préparation, la production de ces litières-là, sa gestion dans les stalles et tout. Puis aussi, on a pris des échantillons de litière avant qu'elles soient utilisées, après l'utilisation, des échantillons de fumier sur les vaches, de lait de réservoir. Et pendant une période d'1 an, on a pris des échantillons sur tous les cas de mammifères cliniques qui arrivaient dans ces troupeaux-là. Donc, côté résultat, d'abord, en ce qui a trait aux procédures de préparation, je vous ai montré mon petit schéma tout à l'heure avec les différentes possibilités. En fait, on a un producteur dans nos 27 qui faisait simplement une extraction du liquide et qu'ensuite, la fibre qui était générée était utilisée directement sous les animaux. Donc, ce producteur-là utilisait un peu les recommandations européennes. Donc, en Europe, c'est ce qu'on recommande de faire. On avait 13 producteurs qui, après avoir séparé la fibre, la laissaient maturer dans une boîte qui avait été conçue à cet effet ou arrangée sur la ferme spécialement pour ça. Je préfère dire maturer que composter. En fait, je n'ai pas trouvé le bon terme encore parce que ce n'est pas nécessairement un réel compostage qui se fait. Il y a certains critères qui doivent être respectés pour dire qu'un matériel a été composté et on est clairement loin d'un compostage dans ce cas-là. Donc, c'est simplement dire que le matériel est entreposé pendant un certain temps. Il y a une certaine fermentation bactérienne qui se fait. Donc, une méthode quand même très populaire dans ce qu'on voit au Québec. Une autre méthode qui était très populaire, c'est simplement d'entreposer sous forme de tas ou de piles les fibres qui ont été générées. Puis, là, encore une fois, il y a une certaine fermentation quand même qui va se produire. Puis, finalement, moins fréquent, mais on en a quand même quelques-uns au Québec, qui utilisait une cuve rotative, donc qui permet une fermentation vraiment aérobique, étant donné que le matériel va être retourné. Puis finalement, on avait une ferme qui avait un biodigesteur suivi d'une séparation. Donc, un biodigesteur, c'est des installations beaucoup plus coûteuses, beaucoup plus importantes. C'est pour des troupeaux de taille quand même beaucoup plus grande. Pour vous donner un exemple, ceux qui suivent les nouvelles un peu, vous savez peut-être à Saint-Hyacinthe, depuis 3 ans environ, la ville s'est construit un biodigesteur avec
production de gaz aussi pour les camions, tout ça. Donc, ce sont souvent des municipalités qui vont s'équiper avec ce genre de choses-là et non pas des individus qui ont un troupeau, par exemple. Donc, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, ce qu'on voit sur les fermes, en termes de séparateurs, on voit quand même passablement de séparateurs à rouleaux. Donc, c'est des rouleaux dans lesquels le fumier passe entre les rouleaux. Donc, il y a une partie du liquide qui est retenue et les fibres vont tomber sur le convoyeur ensuite pour être amenées soit vers une pile, vers une cuve rotative ou encore une boîte, tout simplement. Il y a les séparateurs à vis aussi qui sont quand même très populaires. Donc, c'est une vis sans fin ici qui est à l'intérieur. Le liquide est poussé vers les côtés et va retourner vers la fosse à fumier, vers la préfosse, en fait, alors que la fibre ici va avancer. Puis, dans ce cas-ci, c'était une installation où il y avait un petit convoyeur, puis il y avait une cuve rotative ici, juste à côté. En termes de maturation en boîte, il y a des équipements spécialisés qui sont construits vraiment pour ça, comme celui qu'on voit ici à gauche. Donc, les fibres arrivent ici, tombent dans la boîte. Puis, il y a un tapis ici dans le bas de la boîte qui permet de faire avancer finalement le matériel, puis des convoyeurs pour amener ça sous les vaches. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de producteurs, tout le monde est très ingénieux en production laitière, donc qui se sont construits eux-mêmes ou adaptés des choses. Donc, ici, on voit un vieux wagon en silage, en fait. Les roues ont été enlevées, il a été fixé au sol. Puis, ce producteur-là utilisait la vis sans fin qu'il y a au fond pour réussir à extirper le matériel. Il faut dire que la vis sans fin ne se trouve pas à faire un brassage du matériel pour que ce soit aérobique, donc en contact avec l'air, simplement pour aider à évacuer le matériel. D'autres utilisent des anciens mélangeurs pour les aliments, donc différents modèles. Ou encore, tout simplement, ici, après extraction, c'était entreposé dans des boîtes sur roulettes pour aller placer ça dans l'étable. Donc, à peu près tout était possible comme tel dans ce qu'on a vu sur les fermes laitières. En tas, c'est peut-être moins important. Vous avez déjà vu ça, une pile de quelque chose. Donc, différentes manières de le stocker. Vous voyez que le matériel peut légèrement changer d'apparence aussi d'une ferme à l'autre, dépendamment des processus d'extraction, mais même dépendamment aussi de l'alimentation des vaches quand même. Quand on regarde donc au niveau des procédures et les conclusions générales, là, le temps de maturation, là, je mets des gros guillemets autour de maturation, était très, très variable d'une ferme à l'autre. Ça varie de quelques heures jusqu'à une dizaine de jours avant d'utiliser le matériel. Puis, tout ce qui avait trait à comment il est préparé, puis la gestion dans les logettes variait énormément. En fait, il y a pratiquement une recette par ferme. C'est chacun un peu sa manière de faire. Si on regarde au niveau des microbes, donc des bactéries qu'on trouvait dans ces litières-là, on s'intéressait surtout, comme je vous le mentionne, les bactéries qui peuvent causer des problèmes pour la mamite, la santé de la glande mammaire, entre autres. Donc, une chose qu'on a comptée au départ, c'est juste le total de bactéries qu'on trouve dans cette litière-là. Puis vous voyez, on a fait les calculs pour la litière de fumier recyclé avant qu'elle soit utilisée, donc avant de le mettre dans les stalles. Donc, elle est neuve, si on veut, là, prête à utiliser. À la fin du cycle d'utilisation. Donc, si un producteur nous disait, moi, je la laisse 24 heures avant d'en rajouter ou 48 heures, on essayait de prendre la litière qui était vers la fin du cycle d'utilisation. Puis, on a fait la même chose au niveau de la paille, avant de le mettre dans les logettes et après, à la toute fin, lorsqu'on allait ajouter une nouvelle litière. Donc, ce qu'on voit ici, ce sont la quantité de bactéries qu'on trouve dans ces litières-là. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'avant utilisation, on trouvait beaucoup plus de bactéries dans la litière de fumier recyclé que de la paille avant utilisation. Donc, c'est une différence de 1 log, c'est quand même appréciable en microbiologie, les différences de cet ordre de grandeur. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on l'utilise, donc lorsqu'on le met dans les stalles, les vaches vont déposer du fumier, de l'urine, il va y avoir leur chaleur corporelle aussi qui va agiter tout ça ou aider tout ça à maturer. Puis donc, la quantité de microbes va augmenter comme telle lors de l'utilisation. La même chose se produit avec la paille. La quantité de microbes augmente aussi au fur et à mesure que les vaches ajoutent du fumier et toutes sortes de choses. Mais en général, plus de bactéries dans la LFR que dans la paille lorsqu'on le met sous les vaches, et encore plus de bactéries dans la LFR que dans la paille à la fin du cycle d'utilisation. Donc ça, c'était pour les bactéries totales, si on les met tous dans le même pot. Mais après ça, on a voulu observer aussi pour différents types de bactéries qui sont plus spécifiques à différents types de mammites, par exemple. Puis donc, pour E. coli
les streptocoques et les staphylocoques, c'est exactement les mêmes constats qu'on voit. Il y a toujours plus de bactéries dans la litière de fumier recyclée. Ça augmente durant l'utilisation et à la fin, il n'y en a plus que dans de la paille qui a été utilisée. Donc, une litière qui contient plus de bactéries en général. Il y avait une exception à ça, puis c'était pour les Klebsiella, dont je vous ai parlé un peu déjà au début. Puis étrangement, ce qu'on voit, c'est que dans la litière de fumier recyclé, là, au moment où on le met sous les vaches, lorsqu'elle est neuve, qu'elle n'a pas été utilisée, on a moins de Klebsiella que dans de la paille. Donc, la paille neuve contient plus de Klebsiella que de la litière de fumier recyclé. Par contre, ce qu'on voyait, c'est que lors de l'utilisation, il y a une augmentation vraiment importante des Klebsiella dans la litière de fumier recyclé, alors que dans la paille, ça ne change pas beaucoup. Ce qui fait qu'au moment où on le met sous les vaches, il y a moins de Klebsiella dans la litière de fumier recyclé que dans la paille, mais au fur et à mesure qu'on l'utilise, il n'y a plus de différence. La paille ou la litière de fumier recyclé contiennent les mêmes concentrations de ce pathogène. Une petite note pour le Klebsiella. Le Klebsiella, c'est une bactérie qui est présente dans le fumier des vaches. Donc, le seul moyen de ne pas en avoir dans l'étable, c'est si vous enlevez les vaches de l'étable. Sinon, vous allez en avoir du Klebsiella dans l'étable. Puis, ce qu'on a remarqué, puis il y a eu une étude que je vais vous montrer très brièvement, c'est qu'il y a peut-être moins de Klebsiella dans la litière de fumier recyclé, mais c'est probablement un matériel qui supporte super bien la croissance de Klebsiella. Puis ce fait-là est possiblement plus important que la quantité qu'il y a au départ. Donc, les vaches vont ajouter du Klebsiella, puis le Klebsiella est très bien dans ce type de litière-là. On est en train de faire des essais justement de recroissance. On met du Klebsiella sur ce type de litière-là pour voir si le Klebsiella croît mieux que sur d'autres types de litières. Donc, ces études-là on est encore en train d'analyser tout ça. Mais il y a quand même une étude de 2008, c'est la seule pour l'instant, qui a comparé le sable, le bois, il y avait du sable recyclé ou du sable à une première utilisation, et la litière de fumier recyclé. Et ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient stérilisé les litières, il n'y avait plus aucune bactérie dans les litières, et ensuite, ils ont ajouté une quantité connue de Klebsiella pneumoniae, puis ils l'ont suivi dans le temps pour voir est-ce qu'il y en allait avoir peu ou au contraire beaucoup qui allaient croître. Puis ils ont effectivement observé que la litière de fumier recyclé permettait une croissance très rapide de ce type de pathogène. Encore une fois, on est en log de bactéries. Donc, par exemple, en comparaison au sable, c'est une augmentation de 2 logs et demi. Donc, c'est énorme. Donc, en 24 heures, on a beaucoup de Klebsiella dans ce type de litière-là, comparativement, par exemple, à du sable. Donc, un autre point qui nous intéressait, c'était vraiment la recherche de salmonelle, de Listeria monocytogenes. Vous vous rappelez, c'est des zoonoses. Donc, c'est des maladies qui peuvent rendre les animaux malades et les humains aussi. Dans le cas de Listeria, les vaches sont très peu malades, par contre. C'est surtout les humains. Ce qu'on a remarqué au niveau de salmonelle, c'était présent dans à peu près 10 de nos litières de fumier recyclé avant l'utilisation. Donc, la litière vient d'être produite, on ne l'a pas mis sous les vaches encore, puis on trouve du salmonella dans 10 de ces litières-là. Alors qu'on n'a jamais pu isoler de salmonella dans les litières de paille. Donc, si on prend cette litière-là puis on la met sous les vaches, la litière de fumier recyclé, on apporte de la salmonelle aussi aux vaches dans plusieurs cas. Donc, on se rend compte que nos méthodes de préparation actuelles qui sont utilisées au Québec ne permettent pas de contrôler ce pathogène-là. Même chose au niveau de Listeria monocytogenes. Dans ce cas-ci, on en trouve des fois dans la paille, à peu près 10 des échantillons de paille, mais on en trouvait dans un échantillon de litière de fumier recyclé sur 3, grosso modo. Donc, beaucoup plus fréquent dans les litières de fumier recyclé. Le dernier aspect qui est intéressant au niveau de nos analyses microbiologiques des litières, c'est d'étudier les populations microbiennes. On peut chercher une bactérie en particulier et essayer de la quantifier, mais on peut aussi prendre une approche beaucoup plus macroscopique et dire j'essaierai de voir tous les genres de bactéries qui sont présents, puis en quelle proportion, en quelle quantité, puis voir si 2 échantillons différents se ressemblent en termes de population bactérienne ou pas. Donc, par exemple, si on a sur ce graphique-là 2 échantillons qui sont très près un de l'autre, ça voudrait dire que les populations bactériennes se ressemblaient beaucoup. Alors que si on prend 2 échantillons qui sont très loin un de l'autre sur ce graphique-là, ça voudrait dire que les populations bactériennes sont très différentes. Donc, complètement d'autres genres de bactéries dans d'autres quantités aussi, d'autres proportions. Puis donc, si je vous décortique ça tranquillement,
si on regarde les triangles turquoise, c'est notre paille avant utilisation. Donc, on a des populations microbiennes qui se ressemblent quand même entre les différents échantillons de paille. Donc, chaque point représente une de nos fermes. Et lorsqu'on regarde la paille après utilisation, la population bactérienne a changé. C'est devenu d'autres choses. Donc, si on prend de la paille, on va observer certaines bactéries. Si on prend de la paille, qu'on met des vaches dessus, qu'on ajoute du fumier, de l'urine, puis qu'on laisse un 24 heures, ça va être d'autres populations bactériennes qu'on va découvrir. Ça va changer. Au niveau des litières de fumier recyclé, avant utilisation, elles sont ici les points rouges, et après utilisation, c'est les points verts. Ce qu'on se rend compte, c'est que les populations ne changent pas. En fait, ce qu'on trouve dans de la litière de fumier recyclé avant de le mettre sous les vaches, c'est la même chose qu'on va trouver après que les vaches aient ajouté du fumier, de l'urine, puis aient piloté dans cette litière-là pendant 24 heures. Donc, ça vous donne un peu une idée du type de population bactérienne qu'on retrouve. C'est les mêmes que dans le fumier, finalement. Donc, nos conclusions d'un point de vue bactériologique, on a pratiquement toujours plus de bactéries dans la litière de fumier recyclé que dans la paille, que ce soit avant utilisation ou à la fin du cycle d'utilisation. Il y a une exception qui sont les Klebsiella, où on en retrouve moins dans la litière de fumier recyclé au moment où on le met sous les vaches, donc avant utilisation. Mais cet effet-là semblait contrebalancé par le fait que Klebsiella a une croissance vraiment importante sur cette litière-là, ce qui fait qu'à la fin du cycle d'utilisation, paille ou litière de fumier recyclé, c'est pareil. En termes de bactéries qui peuvent causer des maladies chez l'humain, elles étaient beaucoup plus fréquentes dans les échantillons de litière de fumier recyclé plutôt que ceux de paille. Donc ça, c'était les échantillons avant même qu'on les ait utilisés. Et puis finalement, la litière de fumier recyclé, avant même de l'utiliser, ressemble énormément à celle qui a été contaminée par du fumier et de l'urine. C'est les mêmes populations bactériennes qu'on retrouve. Donc, l'autre aspect, après ça, on avait ces inquiétudes-là maintenant au niveau microbiologique, c'est de voir réellement est-ce que ça se traduit ça en plus de mammites cliniques. Donc, les mammites cliniques, nos producteurs laitiers nous ont soumis environ 1000 cas, donc 1144 cas, en fait, de mammites cliniques durant les 12 mois de l'étude. Puis ce que vous voyez ici, c'est l'incidence de mammites cliniques. Donc, c'est le nombre de cas par 100 vaches par année. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de troupeaux ici sur LFR qui étaient peut-être dans le 10 cas maximum par 100 vaches par année, un petit peu moins qui étaient peut-être dans le 15 à 20 cas, 20 à 25, etc. Puis donc, la courbe rouge ici représente comment ça se distribue finalement, l'incidence de mammites cliniques sur les fermes qui utilisent le fumier recyclé versus celles qui utilisent la paille. Et vous voyez que les deux courbes se superposent très, très bien. Puis en fait, on estimait environ 14 cas de mammites cliniques par 100 vaches année pour les troupeaux sur litière de fumier recyclé versus 16 cas par 100 vaches par année pour la paille. Ce qui fait qu'à toute fin pratique, il n'y avait pas de différence entre les deux types de litière. Donc, c'est bien, on sait qu'il n'y a pas plus de mammites cliniques sur les troupeaux qui utilisent la litière de fumier recyclé. Par contre, après ça, quand on regarde par agent pathogène, donc quelle était la cause de la mammite clinique? Donc, on voit ici, encore une fois, l'incidence en nombre de cas par 100 vaches par année. La paille est en bleu, la litière de fumier recyclé est en rouge. Puis donc, pas de différence pour le Staph aureus, pas de différence pour le coli, pour le strep dysgalaxié, pour le strep uberis. Là où il y avait une différence importante, c'était justement pour nos Klebsiella. Klebsiella, en fait, la litière de fumier recyclé induit beaucoup plus de mammites cliniques à Klebsiella que la litière de paille. Donc, ça va avec les observations qui avaient été faites par plusieurs vétérinaires, plusieurs producteurs aussi dans le champ. En fait, pour vous mettre ça en chiffres, si je prenais un troupeau d'une centaine de vaches sur paille, ça va prendre 5 ans pour avoir un cas de mammites clinique à Klebsiella. Okay? Donc, il faut attendre 5 ans avant de voir un cas de mammites clinique à Klebsiella. Alors que s'il est sur litière de fumier recyclé, il va avoir eu 8 cas de mammites cliniques à Klebsiella en 5 ans. Donc, ce pathogène-là, ça va un peu avec ce qu'on voyait au niveau de la croissance des Klebsiella. On en retrouve beaucoup dans la litière de fumier recyclé des mammites cliniques à Klebsiella. En fait, 7 fois plus que sur la paille. Pour les producteurs laitiers qui ont déjà eu des mammites à Klebsiella dans leur troupeau, je pense que je n'ai même pas besoin de vous expliquer ce que ça fait. Vous vous en rappelez sûrement, même si vous en avez eu une seule. Pour ceux qui n'en ont jamais eu, les mammites cliniques à Klebsiella, c'est extrêmement sévère.
En fait, dans beaucoup de cas, l'animal va mourir ou il va avoir une perte de production tellement importante que finalement, cet animal-là va être réformé. Donc, en fait, le risque de réforme est 22 fois plus élevé pour une vache qui a eu une mamite à Klebsiella comparativement à une vache standard, disons, dans votre troupeau. Et pour vous illustrer, ici, Inte Schuken de Cornell en 2012 avait essayé d'illustrer la courbe de production laitière, donc en fonction des jours en lait ici, pour des animaux qui n'auraient pas eu une mamite clinique, qui auraient eu une mamite clinique à E. coli ou une mamite clinique à Klebsiella. Donc, vous voyez en noir, c'est les animaux qui n'ont jamais eu de mamite clinique. Donc, on voit une courbe de lactation normale. En fait, elle devrait redescendre ici, mais vous voyez, on s'arrête à 180 jours. Donc, on ne la va pas redescendre plus loin. Et puis, en bleu ou en rouge, vous voyez des vaches qui vont avoir une mamite clinique ici à E. coli en bleu ou à Klebsiella en rouge. La première chose à noter, c'est que ces vaches-là produisent plus que la vache moyenne. Ça, c'est un classique. Les vaches les plus fortes productrices, c'est elles qui vont avoir des mammites à E. coli et à Klebsiella. On voit que la vache qui a une mamite à E. coli, il y a une réduction de la production laitière. Graduellement, ça revient à la normale. Ça prend environ 6 semaines et elle va devenir une vache moyenne. Donc, elle était une vache supérieure à la moyenne. Elle est devenue une vache moyenne, mais au moins, on ne l'a pas perdue. Dans le cas des Klebsiella, ce qui va arriver, on a une perte de production qui est assez similaire au moment de la mamite clinique. Mais les animaux qui vont survivre, là, c'est important aussi de le mentionner, il y en a plusieurs qui vont mourir assez tôt ici. Ceux qui vont survivre vont avoir des pertes de production qui sont vraiment importantes et ne retourneront jamais très, 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 très exceptionnellement à leur niveau de production qu'elles avaient avant. Donc, on parle de différences de 10 kilos de lait par jour quand même pour ces animaux-là. D'où le fait que beaucoup vont être réformés au bout du compte. Donc, c'est un pathogène très problématique sur les fermes laitières. Donc, au niveau mamite, les conclusions, en termes de nombre de cas de mamite clinique, il n'y en aura pas plus si on va sur litière de fumier recyclé versus paille. Par contre, il va y avoir beaucoup plus de mammites à Klebsiella pneumoniae, puis ces mammites-là sont extrêmement sévères. Donc, on va avoir un shift. On va avoir le même nombre de cas de mamite clinique, mais des mammites plus difficiles. Pour ce qui est des parasites, qui était le dernier élément que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, on s'est intéressé à voir si les parasites qu'on retrouve au niveau de l'intestin pouvaient survivre durant la préparation. Donc, par exemple, quand on passe du fumier à la fraction solide, donc après avoir extrait une partie du liquide, en litière avant utilisation, litière après utilisation. Qu'est-ce qui se passe aux œufs des parasites? Donc, je vous présente ici les résultats pour 2 parasites, donc les Cryptosporidium et Emeria, qui sont les coccidies, finalement, qu'on traite souvent chez les jeunes animaux. Cryptosporidium est aussi une zoonose, donc ça peut affecter les humains. Ça peut causer chez les animaux et chez les humains des diarrhées assez sévères. Pour des gens qui sont immunosupprimés ou des jeunes animaux, ça peut aller quand même à des maladies suffisamment sévères qui peuvent entraîner des complications importantes. Et puis donc, ce qu'on voit ici, on comptait les nombres d'œufs. Donc, dans du fumier des animaux adultes, par exemple, on trouvait en général 4 œufs de Cryptosporidium par gramme. Puis, ce qu'on voyait clairement, c'est que quand on extrait le liquide ou qu'on a fait une certaine maturation, on retrouve toujours pratiquement le même nombre d'œufs. Donc, il n'y a aucun contrôle de ces œufs de parasites-là avec les méthodes qu'on utilise présentement sur les fermes. La même chose était visible aussi au niveau des coccidies. Les comptes étaient plus faibles, mais ils étaient maintenus tout le long des processus comme tel de production de la litière de fumier recyclé. Donc, je vous disais qu'on n'a pas un bon contrôle avec les méthodes qu'on utilise actuellement, par exemple, pour contrôler le salmonella. On n'a pas non plus un bon contrôle de ces méthodes-là de production pour contrôler ces parasites-là. On n'a pas non plus une bonne méthode de contrôle pour contrôler les bactéries qui causent la mamite comme telle. Cryptosporidium, ça vaut la peine d'en parler en particulier. Donc, je disais que c'est une zoonose. Ça peut affecter l'humain. Avec les études qu'on a menées, nous, on pense que c'est surtout peut-être les travailleurs à la ferme qui sont plus à risque et pour le consommateur, le risque est probablement assez faible. Je vous dis que le risque est assez faible parce qu'en fait, on a testé tous les réservoirs de lait durant l'étude et on ne l'a jamais retrouvé dans le réservoir de lait. Donc, il y en avait dans le fumier des animaux, dans la litière et tout ça, mais on n'a jamais contaminé le réservoir de lait avec des œufs de ce parasite-là. Quand même, les troupeaux qui sont affectés, ça réduit la production laitière de près de 13 %. Donc, c'est quand même assez problématique. Puis, ce qu'on a vu, c'est que nos fermes sur litière de fumier recyclé,
On a pris des échantillons de fumier sur des vaches adultes et 85% de ces fermes-là, on en trouvait. Alors que les fermes sur paille, c'était plutôt la moitié des fermes où on était capable d'isoler du Cryptosporidium. Donc, on pense que le fait de récupérer le fumier, de le retravailler puis de le remettre sous les animaux viendrait peut-être entretenir ce cycle-là. Ça vient aider le parasite à bien s'établir dans un troupeau puis à y rester. Donc, nos conclusions sur les parasites, assez clairement, les méthodes qui sont utilisées présentement ne permettent pas de contrôler les parasites. Quand on va utiliser la litière, il va y avoir des œufs de parasites. Puis donc, on pourrait contaminer nos jeunes animaux, entre autres, qui sont beaucoup plus sensibles. Mais c'est important aussi, côté humain, les travailleurs à la ferme, de faire attention quand même avec ce type de litière. Donc, ça conclut un peu ma présentation. C'était pas super joyeux, mais bon, conclusion générale, les procédures qui sont utilisées pour produire la litière de fumier recyclé présentement au Québec, ça varie énormément d'une ferme à l'autre. Ce qu'on a remarqué, c'est que les producteurs semblent choisir les méthodes les moins coûteuses. Évidemment, si on fait une maturation simplement dans une pile ou dans une boîte, surtout si on l'a conçu nous-mêmes, c'est quand même pas très coûteux. Ça demande seulement d'acheter le séparateur, finalement. Nous, nos conclusions, c'est que du côté gestion du risque, la litière de fumier recyclé est un risque bactériologique. Donc, toutes les bactéries associées à la mamite en général sont plus fréquentes. On avait un impact d'ailleurs sur les mammites cliniques à Klebsiella qui sont plus fréquentes aussi. Et il y a plusieurs microbes qui sont des zoonoses qui peuvent contaminer les humains aussi, comme Salmonella, Listeria, Cryptosporidium, qui étaient problématiques. On ne les contrôle pas avec les processus de production actuels. C'est un risque aussi du point de vue des parasites gastro-intestinaux qui peuvent causer des pertes de production et il faudrait particulièrement faire attention aux travailleurs puis aux jeunes animaux, peut-être les jeunes animaux étant plus sensibles. Donc, je ne vais pas vous dresser un portrait tout noir. C'est clair pour nous que cette litière-là est un risque d'un point de vue bactériologique. Puis là, la question qu'il faut se demander, c'est est-ce que ce risque-là pourrait être contrôlé? Puis en fait, c'est clair que certains des troupeaux sur lesquels on travaillait qui réussissaient à le contrôler, ce risque-là. Donc, ils réussissaient à contrôler les mammites cliniques, ils réussissaient à contrôler les différents éléments. Par contre, en moyenne, il n'y a plus de problème. Donc, dans une ferme où on veut utiliser ce genre de litière-là, vu qu'on ajoute des bactéries dans l'environnement, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que toutes les autres méthodes de contrôle soient parfaites. Donc, il faut que les trayons soient en super bon état pour qu'ils soient bien protégés contre les infections. Il faut que le nettoyage des trayons et les procédures de traite soient parfaits. Bonne vaccination des animaux, un bon niveau d'alimentation aussi. Donc, si tout est parfait, bien, peut-être qu'ajouter ce risque-là aura peu d'impact au final. Mais s'il y a certaines des mesures de contrôle qui ne sont pas correctes, qui sont défaillantes, qu'on vient ajouter cette litière-là, bien là, probablement qu'il va y avoir des problèmes. Donc, c'est vraiment toujours peser le pour et le contre, à savoir est-ce que je suis capable de vraiment tout contrôler les autres aspects et à ce moment-là, je peux me permettre d'ajouter ça dans mon troupeau ou au contraire, je ne veux pas prendre de chance, je ne l'ajouterai pas. On n'a pas discuté non plus dans la présentation des autres avantages qui ne touchent pas à la santé des animaux. Donc, par exemple, pour la facilité de l'épandage au champ, la disponibilité de la litière qui est là maintenant en abondance aussi, puis qu'on peut en utiliser beaucoup sans se poser de questions à savoir si on va en avoir assez, ou les coûts aussi reliés à la production de ce truc-là. Donc, je voulais juste le mentionner, on s'est positionné vraiment du côté de la santé des animaux. Du côté de la santé des animaux, c'est une litière qui est plus problématique. Elle présente d'autres avantages. Donc, pour les producteurs, c'est important simplement de connaître ces risques-là au moment de prendre la décision pour ne pas se retrouver plus tard avec, par exemple, les mammites à Klebsiella qu'on ne voulait pas gérer ça. Mais en fait, il va falloir en gérer un peu, par exemple, avec ce type de litière. Donc voilà, ça conclut ma présentation. Je remercie les différentes personnes finalement qui ont financé ce projet-là, puis nos différents collaborateurs aussi qui nous ont aidés à le réaliser. Et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions dans notre période de discussion un peu plus tard aujourd'hui.